Alors, quand Daniel m'a demandé de venir faire un séminaire, je me suis dit, je ne vais pas avoir la prétention de faire un séminaire de recherche. Face à vous, ça ne serait pas très honnête. Ça fait quand même 8 ans que je fais du management de la recherche. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais essayer d'esquisser une logique de recherche qui est une logique que vous, dans un établissement académique, connaissez pas trop, finalement. Comment est-ce qu'on fait de la recherche finalisée? C'est quelque chose qui n'est pas dans l'état d'esprit des universités et du CNRS. Et par conséquent, je me suis dit que c'était là où je pouvais apporter quelque chose d'un peu nouveau pour vous. Alors, pour traiter un sujet de ce genre-là, il faut le traiter sur un cas particulier. Et j'ai choisi l'exemple de la pêche. L'exemple de la pêche parce que c'est une recherche complètement finalisée, avec une activité socio-économique en crise à l'échelle mondiale, et où les problématiques de recherche qui découlent de la gestion de la pêche sont extrêmement complexes. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on passe d'un problème socio-économique à de la recherche finalisée. Alors pour faire ça, je suis bien obligé de commencer par vous expliquer pourquoi je suis en charge de faire cela. C'est parce que l'IFREMER, qui est en gros la moitié de la recherche océanographique en France, un peu plus, qui est le plus gros institut des sciences de la mer en Europe, qui est le seul sur son étendue de compétences avec la NOAA au monde, a 3 missions. Une mission de connaissance de l'océan pour exploiter ses ressources de façon durable. C'est écrit comme ça dans notre décret. Il faut dire que j'ai fait changer la formulation du décret il y a 2 ans, donc j'ai fait moderne. Pour améliorer les méthodes de surveillance, de prévision. La prévision, c'est quelque chose qu'on a introduit récemment dans le décret. Pour la protection et la mise en valeur du milieu marin et côtier. Le mot côtier n'était pas dans le décret antérieur de l'IFREMER, on l'a fait rajouter. Par contre, il y avait déjà la problématique de protection et de mise en valeur. Et c'est extrêmement important de voir que nous avons la tension au sein de la maison entre la protection, y compris la protection patrimoniale, et l'exploitation de l'espace et la mise en valeur. Et puis troisièmement, de favoriser le développement socio-économique du monde maritime. C'est écrit comme ça. Ça veut dire que pour l'IFREMER, nous n'avons pas a priori à choisir tel ou tel secteur socio-économique, en tout cas pas à le défendre face aux autres. Implicitement, nous avons à rendre ces activités socio-économiques compatibles les unes avec les autres et compatibles avec l'état de l'environnement et de l'océan. Alors pour ça, il faut faire de la recherche, y compris de la recherche fondamentale. Ce n'est pas parce que la recherche est finalisée qu'elle n'est pas fondamentale, bien évidemment, mais aussi souvent appliquée. L'IFREMER, dans ses activités de recherche-développement technologique, à peu près la moitié qui sont des études. Des études pour des besoins de collectivités, de professionnels, des choses comme ça. Donc on ne fait pas que de la recherche au sens où on a tendance à le définir à l'OMP. On fait aussi de l'étude, des applications à des cas particuliers de connaissances que nous avons déjà. Des actions d'expertise. Là aussi, on fait de l'expertise qui n'est pas tout à fait l'expertise dont on discute dans les établissements de recherche habituels. Souvent, on parle d'expertise collégiale, qui est une offre de bilan de connaissances à une date donnée pour le monde externe, socio-économique, public, etc. L'IFREMER est également en charge d'expertise réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'articles de loi, des décrets, des arrêtés, qui dit que pour faire quelque chose dans l'océan, dans les zones côtières, l'avis de l'IFREMER est obligatoire. On ne peut pas, les autorités publiques ne peuvent pas donner une concession d'exploitation de l'espace marin sans avis de l'IFREMER. Et donc, nous sommes en situation d'expertise réglementaire et des actions d'expertise de ce genre-là, on en produit à peu près 1200 par an, c'est-à-dire plusieurs par jour, où il y a des gens de l'IFREMER qui reçoivent une commande par des autorités publiques. Voilà ce dossier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et il faut qu'on réponde par écrit dans des délais réglementaires pour cela. Évidemment, des développements technologiques industriels, développement technologique, c'est important. L'IFREMER a dans ces 5 directions, 2 directions qui concernent la technologie. Ça va des instruments jusqu'aux navires. Et c'est en matière de potentiel le principal institut de développement technologique en sciences de la mer en Europe. Donc ça nous confie une responsabilité importante. Et pour vous fixer les ordres de grandeur, on transmet à l'utilisateur, qu'il soit scientifique, de surveillance ou industriel, une trentaine d'outils technologiques par an. Nouveaux, complets. Donc ça fait partie de nos activités.
Évidemment, on travaille en partenariat industriel. L'année dernière, on a eu des contrats avec 350 entreprises différentes, dont à peu près un tiers d'étrangères. Donc des contrats, quand je dis des contrats, c'est des contrats où ils nous achètent des choses, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand ils payent. Alors quand on agit sur un secteur socio-économique, il faut le connaître. Et là, c'est un bilan qui est sous presse, qui va apparaître prochainement, exprimé en valeur ajoutée. Le total, la valeur ajoutée directe des activités en domaine maritime, c'est 18,5 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Pour vous fixer les ordres de grandeur, le total du spatial et de l'aéronautique, c'est 9 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc le total des sciences de la mer, c'est le double de l'aéronautique et de l'espace. Évidemment, la plus grande partie, c'est le tourisme littoral. En France, c'est très différent au Danemark. 11%, c'est les produits de la mer. Les produits de la mer, c'est à la fois la pêche, l'aquaculture, que ce soit la conchyliculture, la perliculture, la creviticulture, etc. Et puis, le troisième secteur, c'est la transformation des produits de la mer, qui est un secteur extrêmement dynamique et qui, comme toutes les activités agroalimentaires, sont des points forts de la France en matière socio-économique et vivent d'innovation. La construction navale, elle n'est pas si ridicule. Vous savez bien qu'en France, il y a les 2 premiers constructeurs mondiaux de navires pour le nautisme. Et les chantiers de l'Atlantique sont le plus gros producteur de navires de plaisance et de navires de croisière au monde. Le transport maritime, 10%. On ne parle pas beaucoup et pas assez du transport maritime. Pour vous fixer l'ordre de grandeur, en Europe, en intra-européen, 42% du transport se fait par voie de mer. Donc on parle beaucoup des problèmes d'autoroutes, de tunnels, mais il faut voir qu'il y a une absurdité. On transporte par camion de Gênes à Barcelone, alors que ça serait beaucoup plus efficace par voie de mer. Mais on a une absurdité totale qui va de la réglementation, de l'organisation socio-économique, des infrastructures, les autoroutes ne vont pas dans les ports et des choses comme ça. Donc il y a des choses à construire là-dessus. Et malgré tout, malgré ces difficultés, le transport maritime est important, même en intra-européen. Le parapétrolier offshore, essentiellement le parapétrolier et l'exploitation pétrolière, c'est important parce que vous savez que pour l'industrie pétrolière, elle doit aujourd'hui améliorer considérablement le rendement de ses exploitations. Parce que le taux de découverte n'est plus aussi rapide qu'autrefois, de nouvelles découvertes. Donc ils doivent faire 3 choses, les pétroliers. Ils doivent améliorer l'extraction dans les zones connues. En gros, ils ont une marge de croissance d'un facteur 2 dans les champs déjà exploités. Exploiter les huiles lourdes qui ne sont pas encore exploitées de façon systématique. C'est difficile à extraire, c'est difficile à transformer. Et le troisième secteur, c'est l'exploitation du pétrole offshore profond. Il y a aujourd'hui des champs de pétrole profond jusqu'à 2800 mètres de profondeur. Et ça pose des problèmes de technologie, des matériaux à haute pression. Ça pose des problèmes d'exploration, bien sûr, mais aussi de risques induits par les exploitations, que ce soit en matière d'environnement, en matière de stabilité des pentes sédimentaires. Et ça pose des problèmes de sécurité d'exploitation, parce que toutes ces zones sont des zones de guerre. On ne sait pas si c'est des guerres parce qu'il y a du pétrole ou le contraire. Enfin, donc ça pose énormément de problèmes et ça nécessite du développement océanographique. C'est un gros sujet pour l'IFREMER. Les autres branches, c'est les branches comme les finances. Là aussi, c'est très différent suivant les pays. À cause de la Lloyds, en Grande-Bretagne, c'est 10% de l'activité économique en domaine maritime, la Lloyds. Donc chez nous, c'est que 4%. Et le secteur public, c'est essentiellement la recherche et la défense. Donc vous voyez que c'est un secteur qui est plus important qu'on ne croit, mais qui est morcelé, qui est sur des filières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres en matière de stratégie à long terme, d'enjeux, de besoins de connaissances. Mais ce qui est très clair, c'est qu'aucune d'entre elles ne peut se développer s'il n'y a pas de l'innovation. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on apporte, de l'innovation pour ces filières-là. Alors, j'ai choisi de parler d'un tout petit bout, puisque je vais parler des produits de la mer, simplement sous l'angle de la pêche, c'est-à-dire un tiers des produits de la mer. En plus, il faut avoir en tête que ces activités évoluent extrêmement vite. Pour donner un exemple, le parapétrolier offshore a doublé en valeur ajoutée en 5 ans. Donc ces chiffres-là, à une date donnée, en fait, ça a été différent il y a 5 ans et ça évolue très très vite. Alors, la pêche. Eh bien, pour vous présenter mon exposé, je vais aller du général au particulier. Je ne vais pas vous poser d'abord une question de recherche, je vais vous poser le problème de la pêche et de la pêche dans le monde, voir comment ça se décline à notre échelle européenne,
et puis après de l'économie à la recherche. C'est-à-dire, je vais parler des problèmes socio-économiques, des systèmes de gestion de la pêche, et puis dire, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser? Et je ne vais pas vous montrer beaucoup de résultats de recherche, j'en déclinerai quelques-uns parce que quand même, il faut montrer à quoi on sert, mais expliquer comment ça fonctionne. Alors, le contexte international de la pêche. En réalité, la pêche a cru énormément depuis les années 50. C'est exprimé ici en capture, en millions de tonnes de poissons de mer capturés par an. Ce qui est bleu foncé, c'est l'apport de l'aquaculture. Il faut réaliser que dans les poissons qu'on mange, eau douce plus eau de mer, aujourd'hui, il y a à peu près 34% des poissons qu'on mange qui viennent de l'aquaculture. Donc ce n'est plus une activité anecdotique, l'aquaculture, c'est une vraie filière industrielle, qu'elle soit en mer ou sur les continents. Mais vous voyez par contre que malgré tout, les captures de pêche ont cru très très considérablement au cours des 50 dernières années. Ces chiffres, visiblement, stagnent depuis 10 ans. Le tableau sur la droite ici montre l'évolution des captures de 1996 à 2001. Vous voyez qu'on oscille autour de 80 millions de tonnes hors de la Chine. Hors la Chine parce qu'il y a un chercheur canadien qui s'appelle Daniel Pauly qui s'est aperçu que tous les chiffres chinois qu'on a utilisés dans les bilans, ça c'est la FAO qui fait ça, étaient faux depuis un certain temps. Tout simplement la pratique habituelle dans ces pays-là où les gens qui déclaraient les pêches faisaient plutôt plaisir à leurs responsables locaux qu'autre chose, en annonçant des taux de capture qui étaient complètement erronés. Et en examinant les chiffres, ce qu'a fait Daniel Pauly, c'est de s'apercevoir que tous les chiffres chinois, c'est complètement faux. Et c'est important, ça a changé la vision des choses, parce que la Chine, c'est à peu près 10% de la pêche mondiale, et les chiffres annoncés continuent à croître, alors qu'ailleurs dans le monde, ça décroît depuis 10 ans. Alors, les trois enjeux majeurs, les trois intérêts majeurs de la pêche. La première chose, c'est que c'est un business. La pêche, c'est un vrai business. La valeur d'échange de première vente du poisson, c'est 80 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Mais évidemment, ce n'est pas un business équilibré. La majeure partie des importations viennent des pays développés. Ça veut dire que les pays développés mangent du poisson en achetant le poisson des pays sous-développés. Alors c'est intéressant pour les pays en voie de développement parce que c'est un chiffre d'export qui a cru, vous voyez, depuis 80 jusqu'à 2000, il a considérablement augmenté. Donc c'est une richesse pour les pays en voie de développement que de capturer du poisson et de le vendre aux pays développés. Mais par contre, les pays principaux de la pêche, ce n'est pas l'Europe, hein, c'est l'Asie du Sud-Est et la Chine. Donc c'est un business. Pour vous fixer des ordres de grandeur, quand un pêcheur en Méditerranée attrape un thon rouge d'une tonne, il a attrapé un poisson qui a le prix d'une maison. Donc c'est extrêmement difficile de dire à un pêcheur, tu as attrapé ton quota. Il va dire, mais j'en ai un là. Alors on lui dit, oui, mais il faut préserver la ressource. Il dit, oui, mais ce n'est pas celui-là qui va faire en sorte que... C'est très difficile. Il faut comprendre la tension, la pression qu'il y a. Et évidemment, toutes les espèces n'ont pas les mêmes valeurs, mais ceux qui font les principales ressources sont les thons, les différentes sortes de thons. Celui qu'on connaît et qu'on mange, c'est l'albacore, le thon blanc, mais le thon obèse en particulier est très très apprécié en Asie, par exemple. Celui qui a le plus de valeur intrinsèque, mais ce n'est pas des grosses captures, c'est le thon rouge, celui qui sert à faire les sushis, qui est pêché essentiellement en Méditerranée, transporté frais par avion à Tokyo et vendu pratiquement au prix du caviar. Donc c'est un business. La deuxième chose, c'est que c'est une source d'emploi. Il y a dans le monde 35 millions de personnes qui vivent directement de la pêche. Alors je dis ça parce que souvent on entend des discours écologiques disant les problèmes de la pêche, il faut réduire la pêche, etc. Désolé, à partir du moment où il y a 35 millions de personnes qui en vivent, il faut quand même tempérer ce genre de discours. C'est un vrai problème social et ce n'est pas tant un problème pour nos pays, c'est un problème pour les pays d'Asie. 80% de ces gens vivent en Asie. Alors c'est bien gentil d'avoir des discours chez nous et de faire des choses sur les emplois là-bas. Donc il faut faire vraiment attention de repérer que c'est le gagne-pain de millions de personnes. Et puis enfin, c'est une source d'alimentation. Alors les poissons, ils sont mangés, on aurait pu imaginer qu'avec le progrès des filières industrielles sur l'ultra frais, sur le froid, etc., ça soit ça qui se développe. En réalité, dans le monde, ce qu'on mange de plus en plus, c'est du poisson frais. Parce que c'est nous
qui mangeons et on a tendance à aimer le poisson frais. Et donc, ce qui croît le plus vite, c'est la consommation de poissons frais, grâce à toutes les filières de transport, par avion ou par d'autres mécanismes de poissons frais dans des délais très courts. Juste pour votre information, un poisson est ultra frais quand il a moins de 3 jours. Il est frais quand il a moins de 15 jours. C'est des notions qu'on n'a pas toujours en tête. Et alors, quand on dit alimentation, ce n'est pas pour nous le problème. Le problème, il est que pour au moins 20% de la population, dépend pour la moitié de son alimentation en protéines animales de la pêche. Donc là aussi, parler de la pêche en ignorant cette dimension humanitaire fondamentale, c'est une erreur très très importante. La pêche est une nécessité pour nourrir l'humanité, en tout cas pour cette partie-là de l'humanité. Évidemment, c'est complètement réparti de façon différente. Les grisés, c'est là où l'alimentation par poisson contribue à plus de 20% de l'alimentation. C'est vrai pour la Chine, pour l'Asie du Sud-Est et pour ces pays d'Afrique, un petit peu en Amérique centrale. Et par contre, évidemment, en quantité, ce n'est pas la même chose. Les pays comme la France consomment de 6 à 10 grammes de poisson par habitant et par jour. Ce n'est pas 20% de notre alimentation en protéines animales. Par contre, les Chinois, où c'est plus de 20% de leur alimentation, ne mangent quand même pas tellement de poissons, moins que nous. L'équilibre alimentaire n'est pas tout à fait le même. Alors, quels sont les problèmes de la pêche ? Il y a 3 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'il y a clairement une surexploitation. Je vous ai dit que le taux des captures à l'échelle mondiale décroît depuis une dizaine d'années, ou stagne. Ça ne veut pas dire que l'effort de pêche a diminué. En fait, l'effort de pêche augmente. Ce n'est pas le nombre de bateaux, c'est la capacité de capture qui augmente grâce à la technologie. Des navires plus rapides, des outils de détection plus performants, des engins de pêche plus efficaces. Donc la technologie fait que l'efficacité de la pêche augmente, continue d'augmenter à l'échelle mondiale. Et il y a des marges de croissance en technologie. Il faut se réaliser que la majeure partie des bateaux sont des petits bateaux non pontés. Et vous voyez la marge de croissance technologique qu'il y a pour la pêche. Mais malgré ça, le taux de capture diminue. Il y a en gros la moitié, il y a 10% des poissons des stocks. Quand on parle d'un stock, c'est une zone avec une espèce donnée qui est épuisée. Et puis à peu près 60% qui est modérément ou fortement exploité. Il y a seulement un quart des poissons qui sont sous-exploités. Alors, il faut réaliser que là, on est dans une situation qui est qualitativement différente de l'histoire. Le discours sur la surexploitation de la pêche est ancien. Dans les prud'hommies du Languedoc, le discours sur la surexploitation date du XVIIe siècle. Simplement, à l'époque, c'était la surexploitation de la pêche côtière, la petite pêche côtière artisanale. Et il y avait une raison objective, un intérêt objectif des pêcheurs à annoncer que c'était surexploité, et un intérêt de l'État français, du roi, à annoncer que c'était surexploité. Pas pour les mêmes raisons. Les petits pêcheurs, c'était pour empêcher les Espagnols de venir pêcher chez eux, en disant « mais il n'y a plus de poissons ». Et le roi, parce que c'est du domaine public maritime depuis Colbert, et par conséquent, c'était son domaine. Et pour le contrôler, il avait intérêt à dire que c'était surexploité pour imposer des mesures de contrôle. Donc il y avait un intérêt égal à dire que c'était surexploité. Mais la réalité, c'est que c'était un type de pêche. Mais qu'au cours du temps, et particulièrement depuis 1950, les pêcheurs sont allés de plus en plus loin, et maintenant tous les océans font partie d'exploitation. Et deuxièmement, de plus en plus profond. On pêche couramment des poissons jusqu'à 1000 mètres de profondeur, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc le discours sur la surexploitation, c'est bien un discours sur la surexploitation qui est réel et qui est valable sur tous les océans du monde. Et qui s'aggrave. Depuis 1975 jusqu'à maintenant, vous voyez que celles qui sont overexploited, qui sont déprimées ou qui sont surexploitées, n'arrêtent pas d'augmenter en pourcentage, alors que celles qui sont modérément exploitées ou sous-exploitées diminuent. Donc la tendance est frappante. La tendance est frappante, il y a surexploitation. Et un papier est paru en 2003 qui a essayé de reprendre les données historiques de la pêche pour essayer de voir quelle était l'ampleur de la dégradation des stocks. Il y avait des chiffres qui circulaient, mais ils n'étaient pas analysés globalement. Et en gros, ils ont repris les données depuis le 19e siècle et ils affirment qu'en 15 ans,
une biomasse qui commence à être exploitée est réduite à 15% avec les méthodes de pêche des dernières décennies, à 15% de la biomasse initiale, et que pour les grands prédateurs, que ce soit les requins, les espadons, les thons, etc., partout, sur tous les océans, la biomasse est inférieure à 10% du niveau pré-industriel. Donc ce sont des biomasses qui sont fortement affectées partout. Deuxième problème, c'est qu'une activité comme la pêche est très difficile à connaître, à surveiller, à contrôler, et il y a des énormes lacunes sur l'information sur la pêche. Même dans un pays comme la France, qui est intensément contrôlé en matière de pêche, il y a des chiffres assez effarants sur les captures réelles par rapport aux captures déclarées. Et que dire pour les pêches dans l'océan du Sud ou pour les petites pêches côtières d'Asie du Sud-Est. Et en plus, cette incertitude, apparemment, s'accroît parce que la faiblesse de l'état des stocks, la pression économique sur la pêche, fait que l'intérêt ou la logique de mauvaise déclaration s'accroît. Le pêcheur n'a pas du tout intérêt aujourd'hui à déclarer la totalité de ce qu'il capture. La deuxième chose, c'est qu'on a un processus d'aide à la décision sur la pêche qui date d'une époque où il fallait aider la pêche, aider à se développer. Sauf qu'on est passé dans un processus d'aider la pêche à devenir durable. Et ça, les mécanismes de gestion doivent être profondément modifiés. Mais simplement, c'est de la décision publique collective difficile à mettre dans les faits. Et en conséquence, la pertinence du processus devient de moins en moins adaptée au problème et plus pervers qu'autre chose aujourd'hui. Et puis enfin, le secteur change. C'est très facile de suivre l'économie d'un petit pêcheur qui a son bateau. C'est pratiquement une économie de famille. On peut calculer l'amortissement de son investissement, on peut calculer son revenu, et c'est très facile à calculer. Sauf qu'aujourd'hui, une part importante du secteur pêche est gérée par des armateurs assez importants. Et la stratégie économique de ces armateurs est beaucoup plus variable dans le temps et difficile à comprendre. Quand Intermarché a tout un armement, d'une part, il le fait parce qu'il veut garantir un approvisionnement en poissons frais sur ses étals. Et pour lui, l'intérêt est d'amener le poisson le plus vite possible. Donc il fera débarquer son bateau sur le port de proximité et transporter ce poisson par avion. Et contrôler la pêche de cet armement, qui débarque partout, devient très difficile. Et la deuxième chose, c'est que sa stratégie économique est tirée par d'autres enjeux que l'enjeu de l'armement. S'il a besoin, pour des raisons de capitaux, pour des raisons d'achat d'une filiale ou n'importe quoi, de dégager des marges, il peut vendre son armement du jour au lendemain. Ça ne le gêne pas. Et donc là, l'économie de la pêche devient beaucoup plus difficile à comprendre. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est une situation critique et que les acteurs du système, c'est-à-dire les scientifiques qui sont en situation d'expertise depuis très longtemps, les gestionnaires, essentiellement des administrations, et d'autre part les professionnels, les pêcheurs, sont des situations aujourd'hui tendues parce que chacun a des besoins et des attendus qui sont complètement différents les uns des autres. Il faut reconstruire une nouvelle logique collective. Alors vous remarquerez que j'ai eu l'impudence de penser qu'il n'y avait que ces trois acteurs. Ce n'est pas vrai. Il y a un acteur clé dans le système qui est vous, le marché. Le poisson se vend parce qu'il a une valeur qui augmente. Le prix du poisson augmente continuellement. Et même en pêchant moins, les pêcheurs continuent d'améliorer leurs revenus. Alors pour vous montrer l'ampleur du problème de la sous-déclaration, voilà ce qui se passe, c'est les captures depuis 1950 jusqu'à maintenant. C'est classé par différentes catégories, les invertébrés, les poissons benthiques, les sols, les poissons-là. Les poissons pélagiques, essentiellement les thons, les espadons, les grands poissons pélagiques. Un cas particulier du poisson qui est la ressource principale, la première ressource au monde, l'anchois du Pérou, que CLS connaît bien, puisqu'ils équipent tous les bateaux là-bas avec leurs balises, qui varie énormément. Vous avez tous entendu parler du phénomène El Niño et des conséquences sur la pêche aux anchois. Vous voyez que c'est des fluctuations extrêmement importantes. Et puis tout le reste, c'est ce qu'on ne connaît pas, qui est estimé à peu près 30% du total. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il y a 80 millions de tonnes de poissons qui sont capturés par an, en réalité, il est probable que c'est plutôt 130 millions de tonnes. Et il y a deux raisons pour cela. Il y a d'une part les rejets, c'est-à-dire que les poissons que le pêcheur attrape mais qu'il ne va pas ramener à terre. Il y a plusieurs raisons à ça. Un, parce qu'il n'est pas sur ce marché-là, donc il va le remettre à l'eau.
il a attrapé plusieurs espèces de poissons et il ne peut rien en faire. Ou ça peut être aussi parce qu'il y a des normes, on n'a pas le droit d'attraper les petits poissons, et par conséquent, le pêcheur les remet à l'eau. Sauf que là, 90% de ces rejets meurent, bien sûr. Donc ça sert fondamentalement à alimenter les autres poissons. Mais c'est un gaspillage considérable. Et puis tout ce qui n'est pas déclaré. Tout ce qui n'est pas déclaré. C'est toujours très difficile de savoir ce qui n'est pas déclaré, évidemment, ce qui est illégal. C'est une estimation indirecte à partir de ce qu'il y a sur les marchés. Troisième problème, qui est aussi important que les deux autres, mais qui a été détecté beaucoup plus récemment, c'est que la pêche a un effet sur l'écosystème. Alors ça a plein d'effets différents. Par exemple, il y a un effet génétique dont je ne parlerai pas. On s'aperçoit dans les aquariums qu'à force d'attraper les plus gros poissons, puisqu'on attrape les plus gros poissons, avec le principe logique en soi, qui est de laisser les juvéniles jusqu'à l'âge adulte pour qu'ils se reproduisent, à force d'attraper les plus gros poissons, il y a eu une sélection génétique sur les poissons. En aquarium, ça marche entre quelques générations, la taille des poissons adultes est plus petite. Et comme ça fait 100 ans qu'on pêche sur les mêmes stocks en mer, on est persuadé qu'il doit y avoir un effet génétique sur les populations de poissons naturels, sauf que c'est extrêmement difficile à démontrer, ou plus exactement à séparer des autres paramètres. Mais il y a d'autres effets qui est simplement que les pêcheurs commencent par attraper, quand ils vont dans une nouvelle zone de pêche, les plus gros poissons sur les espèces qui ont le plus de valeur. Alors les plus gros poissons, c'est les femelles, les plus vieilles, les poissons essentiellement grandissent tout au long de leur vie, et les femelles deviennent de plus en plus fertiles. Donc commencer par attraper les plus gros poissons, c'est attraper les femelles les plus fertiles. Donc on a un effet immédiat sur la population et son renouvellement. Et d'autre part, on attrape les poissons qui ont le plus de valeur, et les poissons qui ont le plus de valeur, c'est ceux qu'on aime bien sur les marchés occidentaux, c'est-à-dire les poissons carnivores en haut de la chaîne trophique. Et donc, on a un effet en écrêtant la chaîne trophique par le haut. Et alors, ça se voit dans ce genre de graphique. Ça, c'est les captures annuelles en millions de tonnes, et ça, c'est le niveau trophique moyen des captures. Donc, c'est un indicateur simple de qualité trophique. On met 0 pour le phytoplancton, 1 pour le zooplancton, et puis on monte, et puis c'est 5 ou 6 pour les requins. Et au début de la pêche, il y a une croissance, parce que l'effort de pêche permet d'aller dans d'autres zones, etc. Donc à ce moment-là, on attrape des stocks qui étaient peu exploités. Et puis à partir d'un certain moment, on redescend, c'est-à-dire qu'on a épuisé les stocks des niveaux trophiques supérieurs, et on attrape des poissons de plus en plus petits. L'effort de pêche cherche à rentabiliser. Et donc, c'est la situation aujourd'hui dans l'Atlantique Nord-Ouest, dans une zone particulière, où on attrape plutôt même plus des morues et des thons, mais on attrape plutôt des anchois, des sardines et des choses comme ça. Tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas tellement de marché. Je ne sais pas si vous achetez souvent des sardines, mais ça se vend beaucoup moins que dans les années 30, évidemment. Alors, c'est une autre manière de représenter à droite la même information, c'est les captures par niveau trophique. Dans les années 50, il y avait énormément de captures sur les niveaux trophiques les plus élevés. Et dans les années 90, ça a pratiquement disparu. Donc, on a baissé dans la chaîne trophique, c'est ce qu'ils appellent fishing down the food web. Et aujourd'hui, donc, il y a une perturbation écosystémique. Alors, cette perturbation peut être à long terme, parce que, évidemment, c'est toute une chaîne trophique, avec les poissons carnivores qui se reproduisent moins, donc qui font moins d'alimentation pour les carnivores de taille intermédiaire, les juvéniles. Et donc, c'est toute la chaîne qui est perturbée. Et c'est donc une perturbation complète de l'écosystème. L'extrême, c'est ce qui s'est passé en mer Noire, où à partir d'une centaine de poissons qui pêchaient couramment, maintenant il n'y en a plus que 8 qui le pêchent couramment, et il y a plein de méduses. Et le méduse, c'est un indicateur évident que la chaîne trophique est complètement perturbée, c'est un décrophage, la méduse. Donc c'est quand il n'y a plus grand-chose dans le système. Alors comment gérer ça? Comment gérer ça? Je vais vous montrer comment on le gère dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la PCP, de même qu'il y a la PAC, la politique agricole commune, il y a la politique commune de la pêche. Et donc, c'est une décision de l'Europe et une gestion de l'Europe. Alors, la politique commune de la pêche est moins vieille que la PAC, elle date de 1983. Et elle vient tout simplement d'un constat d'essayer de régler un problème de conflit de pêcheurs. Tout simplement parce que les pêcheurs pêchaient dans les mêmes eaux européennes, des zones économiques exclusives européennes, et par conséquent, disaient c'est chez moi aussi bien que chez vous, et j'ai le droit de pêcher. Et ça faisait des conflits. Les plus anciens d'entre vous se souviennent, c'était des conflits sérieux, où les bateaux espagnols et français se tiraient dessus.
Donc il y avait des risques, la marine était régulièrement obligée d'intervenir pour les séparer. Donc dans ces conditions-là, il est clair qu'il faut faire quelque chose, et c'est comme ça que la politique commune de la pêche a été inventée. Donc ça suppose d'élaborer des principes, et en particulier que les stocks halieutiques, c'est une ressource non appropriée. Ça veut dire que ce n'est pas la propriété de personne. Ça, c'est un choix de gestion lourd. On choisit de dire que ça appartient à personne. Il y aura d'autres méthodes de gestion. Et d'ailleurs, ça existe, y compris en France. Il y a des endroits où le stock est la propriété de la profession. Les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, c'est la propriété de la profession. Donc là, ils ont choisi un mode de gestion. D'autre part, ils ont choisi un principe qui est qu'il y a un principe d'antériorité. Ça veut dire que les pêcheurs qui pêchaient là avant, au moment de l'établissement des règles, ont un droit de stock de pêche qui est le point de départ du processus de gestion. Après, ça peut évoluer par décision administrative, mais il y a un point de départ. Et d'autre part, ils ont un deuxième principe qui est que les stocks sont gérés au niveau des États. C'est-à-dire qu'il y a une négociation collective et c'est les États qui les répartissent entre les organisations professionnelles. Alors vous imaginez qu'un schéma comme ça, c'est bien pour mettre en place, mais c'est extrêmement difficile à faire évoluer. Les États se battent pour garder leurs prérogatives et les pêcheurs se battent pour garder leur antériorité. Donc le système est extrêmement difficile à faire évoluer. Et d'autre part, c'est bien pour gérer les conflits au départ, mais ce n'est pas bien pour gérer la pêche durable, où il faut s'adapter aux problèmes. Alors, en matière de pêche durable, pendant longtemps, l'enjeu a été le problème de la ressource. Et c'est même le cahier des charges des scientifiques c'était explicite dans les commissions d'expertise scientifique, de proposer des méthodes de pêche qui préservent la ressource sans préciser les conditions. Il n'y a pas de conditions limites. Et donc, la méthode des scientifiques consistait à calculer des niveaux de capture, je vais vous montrer comment on fait, permettant aux ressources de se renouveler et de revenir à des états biologiquement acceptables le plus vite possible. Ce n'était pas leur problème de savoir si ça faisait du mal aux pêcheurs. Et ça a été modifié tout particulièrement en 2002, où on se dit que ce n'est pas ça qu'il faut faire pour faire de la pêche durable. Il faut équilibrer l'environnement, le social et l'économique. Et donc il faut des scénarios de gestion qui permettent de maintenir viable la pêche. Et la pêche, c'est la première chose qui souffre. S'il n'y a plus de poissons, ce n'est pas le stock de pêche qui va disparaître à jamais. Ce qui disparaît, c'est la pêcherie, d'abord. La dimension environnementale, biologique, et la dimension sociale. La dimension sociale n'est pas neutre, parce qu'il y a différents modes de pêcherie. Ça peut être une pêche artisanale, l'exemple de l'Espagne, où chaque patron pêcheur a essentiellement tout seul sur son bateau, ou la pêche industrielle, essentiellement au Danemark, par exemple, où il n'y a pratiquement plus de pêcheurs artisanales. Et la France qui est entre les deux. Donc il y a un choix social, et donc il faut trouver une combinaison de la gestion des pêches qui gère tout cela en même temps. C'est typiquement une problématique de recherche sur du développement durable. Alors quels sont les moyens d'action mis en œuvre, les moyens d'action sur la pêche? Il y a une régulation par le taux autorisé de capture, le TAC, Total Allowable Catch, c'est-à-dire que sur des principes de renouvellement de la ressource, on dit qu'il ne faut pas pêcher plus qu'un certain niveau. Des mesures techniques, tout particulièrement la sélectivité, c'est-à-dire de pêcher les espèces que l'on veut attraper et sélectionner les poissons adultes qui se sont déjà reproduits. Donc c'est le principe de la sélectivité, avec un slogan très joli que maintenant les pêcheurs s'approprient complètement, qui consiste à dire on trie sur le fond et pas sur le pont. Donc ça c'est la problématique de diminution des rejets, parce que si finalement on peut gagner là-dessus, ça ne coûte rien à personne, autant le faire. Et puis la protection des poissons exploités, c'est-à-dire que lorsqu'une population a atteint des seuils d'effondrement, il faut fabriquer des zones pour les protéger et leur permettre de se multiplier. Et ça, c'est toute la problématique, en particulier des zones marines protégées, qui est un sujet d'environnement et d'écologie magnifique, en fonction des espèces qu'il y a dedans, quelle est la taille, sur quelle durée il faut le protéger, est-ce qu'on peut avoir, comme des parcs régionaux, la capacité d'usage de l'espace et d'exploitation d'autres ressources, ou faut-il interdire, comme sur les parcs nationaux, toute autre activité? C'est un vrai enjeu, la connaissance des règles à apporter sur les zones marines protégées. Sachant que dans l'océan, la surface des zones marines protégées est ridiculement faible, c'est moins du % de la surface des océans, et qu'il y en a beaucoup, et en particulier les organisations non gouvernementales, qui prétendent qu'il faudrait 10% de l'océan en zone marine protégée pour revenir à des niveaux importants. Et puis évidemment, c'est agir sur les pêcheurs.
et essentiellement sur la flottille. Et là, la flottille, c'est à la fois la puissance. On peut avoir un petit bateau très puissant qui ira très vite, qui tirera des gros chaluts. Il sera instable, il aura des accidents, donc il y a un problème de sécurité. Et agir sur carrément le volume de la flottille. Et donc, il y a différents outils possibles. Un des problèmes de l'Europe est qu'il a cherché à travailler sur tous les outils. Et comme c'est un truc non linéaire, comme dans tous les systèmes non linéaires, et qu'on joue sur trop de boutons à la fois, ça fait des effets pervers qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il y avait une raison économique. En plus des conflits, il y avait une raison économique qui reste valable, c'est les chiffres de 2002. La pêche de l'Europe, c'est seulement 7% de la production mondiale, ou c'est quand même 7% de la production mondiale, parce que finalement l'Europe, c'est pas bien grand. Par contre, il y a un déficit de la balance commerciale entre l'import et l'export, qui est à peu près 7 milliards d'euros. C'est pas rien, 7 milliards d'euros. Rappelez-vous, le total de la valeur ajoutée de l'aéronautique et de l'espace, c'est 9 milliards d'euros. Donc, c'est un déficit de balance commerciale, si on peut agir dessus. Et il y avait une raison d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pêche en Europe? On pêche beaucoup de thon, de sardines, du chinchard, des anchois. On ne mange pas beaucoup le chinchard en France, mais dans d'autres pays d'Europe, ils le mangent. Le listao, ça c'est à cause des pêches tropicales. La pêche européenne, je vous ai dit, c'est une petite pêche par rapport aux autres, mais en plus, elle est extrêmement hétérogène. Vous voyez que rien que l'Espagne, c'est 18% des bateaux, des 100 000 bateaux européens de pêche. Donc le problème de l'Espagne est un problème tout à fait spécifique dans la pêche. En France, on a à peu près 8800 bateaux. Et quand on regarde des bateaux, ça ne suffit pas. Il faut regarder la puissance, il faut regarder le tonnage. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir 100 000 barques ou 100 000 bateaux hauturiers. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc ce n'est pas tant que ça, 100 000 bateaux par rapport aux millions de bateaux à l'échelle mondiale, de bateaux pontés, sans compter les 3 millions de bateaux non pontés en Asie. Ceux-là, ils n'attrapent pas beaucoup de choses quand même. Surtout quand ils ne sont pas motorisés. Mais enfin bon. Autre chose en emploi, c'est quand même 526 000 emplois, les pêcheurs. C'est intéressant à voir parce que j'ai entendu dire, en particulier au niveau de la Commission européenne, dire finalement si la pêche européenne disparaît, c'est pas grave. On peut avoir ce genre de discours technocratique. Sauf que dites ça à une région de pêche, ça passe pas très bien quand même. Et avoir une vision purement technocratique, centralisée à l'échelle européenne de la pêche n'a pas de sens. C'est un problème régional et un problème social régional différencié suivant les différents pays européens. Et c'est aux États de choisir, de faire leur choix social. Donc il faut une gestion qui combine les choix des États en matière politique et le fait que c'est une ressource commune et que par conséquent il faut bien travailler ensemble. Les stocks européens sont en si mauvais état qu'à l'échelle globale, mais c'est très différencié. Ça, c'est le taux de mortalité par pêche. En gros, c'est la quantité de poissons capturés par les bateaux de pêche. Et ça, c'est la biomasse des reproducteurs. C'est un indicateur très important, puisque c'est eux qui vont faire les poissons de demain. Et il y a deux limites, à la fois en abscisse et en ordonnée. Là, c'est le niveau de précaution, compte tenu des incertitudes sur le fonctionnement de l'écosystème, etc. Tandis que ça, c'est un modèle simple de population, poisson par poisson, qui donne la limite au-delà duquel il ne faut pas faire descendre le stock de pêche, ou pas pêcher plus, parce qu'à ce moment-là, le stock va s'effondrer. Mais ça, c'est un calcul simple de population. Ce chiffre-là est relativement précis. Simplement, comme le système naturel, il ne fonctionne pas comme simplement poisson par poisson, il faut prendre des marges, et donc les experts scientifiques ont défini des niveaux de précaution. Et alors, vous voyez qu'il y a des espèces comme le lieu noir en mer du Nord, et tout ça, qui sont dans des zones où on peut les pêcher. Il y a à peine besoin de les gérer. On peut les pêcher. Et d'ailleurs, cette année, les taux autorisés de capture de lieu noir ont augmenté encore. Par contre, il y a d'autres endroits, comme la morue en mer du Nord, donc la même zone. Exactement le même endroit, c'est d'ailleurs même les mêmes bateaux. La morue, elle, est en situation d'effondrement. Et ça peut être réel, l'effondrement. On a un exemple, il y a plusieurs exemples, mais il y a un exemple qui est dans la mémoire de tout le monde, qui est le stock de morue du Canada, mer du Labrador, qui en 92-93 est passé dans cette zone-là. La pêche a été complètement interdite, le processus de décision était un peu compliqué, mais il y avait quand même 150 000 personnes qui vivaient de la pêche à la morue au Canada, qui ont été mis au chômage pratiquement du jour au lendemain. Et le stock de morue ne s'est toujours pas reconstitué depuis plus de 10 ans.
parce qu'on est dans un système compliqué où il y a des changements environnementaux, des réchauffements climatiques, où il y a d'autres espèces, et en particulier les phoques sont protégés, et il y a 1 300 000 phoques dans ces mers-là, qui mangent chacun à peu près 1 tonne de poissons par an. Donc, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Canadiens, malgré la pression environnementaliste, ont décidé de réguler le stock de phoques aussi. Ils en tuent à peu près 300 000 par an, c'est juste ce qu'il faut pour empêcher la population de phoques de continuer à augmenter. Donc vous voyez qu'on est dans un système qui est perturbé jusqu'à un point, pour des tas de raisons contradictoires, que soit on le laisse faire pendant longtemps, ça veut dire que la population de phoques, elle ne pourra pas se multiplier indéfiniment, elle s'effondrera un jour ou l'autre parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Mais à ce moment-là, il faudra plusieurs décennies, soit on gère. Évidemment, le choix naturel pour les politiques élus sur 4 ans, et quelquefois moins, c'est de gérer. Alors, donc, le discours sur les stocks européens, c'est les poissons sont surexploités, voire en situation de crise pour certaines espèces dans certaines zones. Il faut faire très très attention, et c'est une des choses que j'ai été amené à faire au sein de l'IFREMER, de faire exprimer convenablement la situation, parce que si on tient un discours de surpêche face à des professionnels qui disent « Désolé, moi j'attrape autant de lieu noir que je veux », vous ne passez pas. Donc il faut bien tenir un discours un peu plus nuancé, c'est pour certaines espèces dans certaines zones. Tout en reconnaissant, ce que je disais tout à l'heure, les 10% des grands carnivores, qu'il y a un problème mondial qui existe. Mais par rapport à ces espèces-là, vous voyez qu'il y a des marges. Et ça laisse tout de suite des marges de discussion. Ça permet de protéger une espèce ou de faire des zones de protection. En mer du Nord, il y a des zones de protection, tout en laissant l'activité de pêche se développer sur d'autres espèces. À condition de faire accepter l'idée que c'est leur ressource de demain et qu'il ne faut pas qu'ils l'épuisent en 5 minutes. Parce que ça va assez vite. Regardez les stocks de morues en mer du Nord. Dans les années 60, ils ont augmenté l'effort de pêche, et donc c'était dans des zones de sécurité, et la capture de la morue a augmenté. Mais à partir du début des années 70, on n'a pas arrêté, même si de temps en temps, il y a eu des efforts pour réduire l'effort de pêche. La tendance lourde a été une dégradation continue du stock. Et vous voyez que de 80 à 95, pendant 5 ans, l'effort de pêche n'a pas augmenté. Mais en réalité, le stock a décru. Ça veut dire qu'on surpêchait un stock sans vouloir prendre des mesures de régulation de l'effort. Et la catastrophe est arrivée en 2000 où là, il a fallu fermer parce qu'on était vraiment dans des situations de biomasse qui ne se reproduisaient pas. Et là, on est arrivé à une situation où même en réduisant considérablement l'effort de pêche, le stock diminue. Le problème, c'est que le pêcheur, la pêcherie, la petite compagnie de pêche, s'en aperçoit pas forcément. Par exemple, en mer du Nord, Français de Boulogne travaillent essentiellement dans le Pas-de-Calais. C'est extraordinaire le Pas-de-Calais parce qu'il y a des bateaux dans tous les sens et des pêcheurs au milieu. Et dans le Pas-de-Calais, c'est une zone de concentration de poissons. Donc eux, ils continuent d'en attraper même quand le stock d'où viennent ces poissons, la mer du Nord, est complètement appauvri. Donc eux disent, je ne vois pas pourquoi je serais affecté puisque je continue à pêcher. Et mes propres chiffres, ils ont des chiffres où ils continuent d'avoir du poisson, que ça ne bouge pas, etc. Sauf qu'ils seront les derniers affectés, mais ils seront affectés tôt ou tard si on ne prend pas des mesures à l'échelle de la mer du Nord. Donc, il y a un problème. Alors, comment est-ce qu'on aboutit à ces avis-là ? Eh bien, c'est un mécanisme très lourd, très professionnel, très, très opérationnel. D'abord, il faut analyser des données. Alors, il y a 3 types de données essentiellement. Il y a les données qui viennent des pêcheries elles-mêmes, qui sont d'une part les ventes dans les criées essentiellement. Une grande partie des ventes se font dans les criées, sauf que la réorganisation dont je parlais tout à l'heure de l'activité économique fait qu'il y a une part de moins en moins grande qui passe par les criées. Et puis il y a les déclarations des pêcheurs. Normalement, un pêcheur est obligé d'enregistrer son effort dans ses livres de bord. Et les livres de bord sont ramassés par l'administration. Et donc les informations sont enregistrées dans les bases de données. La majeure partie des données viennent de cela. Et les pêcheurs qui nous disent « vous ne savez pas ce qui se passe, moi j'attrape du poisson », on lui dit soit vous n'avez pas déclaré dans votre logbook, soit vous ne savez pas ce qui se passe pour votre propre activité, parce que nous on a vos données, et vos données disent que vous pêchez, par exemple, les pêcheurs français pêchent 3 fois moins de morues qu'il y a 10 ans, pour le même nombre de bateaux. Donc on le voit principalement. Et puis il y a une toute petite quantité de données qui vient du travail des scientifiques.
où ce que l'on fait, c'est des campagnes opérationnelles, d'échantillonnage, d'une part au niveau des débarquements, sur essentiellement la taille des poissons et le sexe des poissons, pour savoir quel est leur âge, pour avoir une détermination par la capture de la population, des enquêtes économiques. On a des enquêteurs à l'IFREMER qui, chaque année, vont voir tous les professionnels, réunissent des informations sur leur activité socio-économique, leurs emprunts, leurs revenus, leurs dépenses principales, les salaires des marins, etc. Donc de la donnée économique complètement opérationnelle. Et puis on fait des campagnes en mer, avec Thalassa pour la France, qui est le meilleur navire halieutique en Europe. Mais il y a une quinzaine de navires halieutiques qui font des campagnes coordonnées en se répartissant les zones. Et là, on a un vrai problème avec les professionnels, parce que ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'il y a comme poisson. Eux, ils cherchent à les attraper. Donc ils nous disent, vos mesures ne sont pas bonnes parce que vous ne savez pas attraper du poisson. Bien sûr, eux, ils optimisent le processus de pêche pour attraper plus de poissons dans le moins de temps possible. C'est normal, c'est leur boulot. Par exemple, certaines espèces, ils vont les pêcher de nuit parce que les poissons se concentrent de nuit. C'est beaucoup plus efficace pour les attraper. Nous, on veut savoir ce qu'il y a comme poisson, donc on va les attraper de jour pour avoir un échantillonnage statistique fiable. Et les poissons sont le plus éparpillés possible, c'est le plus fiable possible. Parce que si on ne tombe pas sur la concentration, on a d'énormes erreurs. Et alors ils disent, oui, mais vous regardez, vous pêchez de jour parce que vous avez la flemme de vous lever la nuit. Non, oui, ils nous le disent comme ça. Puis là, je suis poli. Des scientifiques qui vont toutes les semaines dans les réunions avec les pêcheurs, je peux vous dire que c'est hard. Hein. Il y en a beaucoup qui reviennent me voir en disant, j'arrête. Elle dit, ah non, alors on retourne la semaine prochaine. Ils se font insulter, vous ne pouvez pas imaginer. Bon, alors c'est hard. Bon. Et donc on a ces données-là. Et puis, ah oui, c'est pareil ici. Ils nous disent, regardez, nous, on s'est mieux attrapé, on a changé nos chaluts. Vous avez des chaluts d'il y a 10 ans. Ben oui, ils ont changé leurs chaluts, c'est logique. Une filière économique elle cherche à améliorer sa technologie, sauf que nous, il faut qu'on ait les mêmes échantillonnages. Donc il faut qu'on ait les mêmes chaluts. Et ça, c'est impossible de le faire comprendre. Il y a un vrai problème de communication. Alors ça se fait au cours de l'année. Et puis, à partir de là, on fait des diagnostics. Alors ce sont des groupes dans le cadre de l'Union européenne. C'est une commande au CIEM, la Commission intergouvernementale pour l'exploitation de la mer pour l'Atlantique Nord, où il y a les Russes, les Américains, les Canadiens, etc. Ce sont des groupes de travail d'experts qui prennent toutes ces données et les transforment en estimation de population et en taux autorisé de capture. Du travail d'expertise opérationnelle. Pour l'Europe, la commande est sur 150 stocks chaque année, donc c'est un énorme boulot, c'est des semaines de boulot qu'il faut faire chaque année pour estimer ça. Et puis, à partir de là, ça passe dans l'Union européenne. Ça, ce sont des groupes de l'Union européenne qui essayent de confronter, et ça ne marche pas encore très bien, on ne sait pas le faire, l'expertise sur la biologie et l'expertise sur la filière socio-économique. Donc il y a des groupes d'économistes et des groupes d'aliotes, de spécialistes de l'écosystème, qui essayent de confronter pour faire des scénarios. Si on veut revenir à 10 ans à un stock normal, tout en maintenant une activité de pêche qui soit viable, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc ils font des scénarios. Évidemment, dans les scénarios, il y a des hypothèses, mais il y a aussi des choix. Et ça passe en Conseil des ministres, et ce sont vraiment les ministres qui y vont, Hervé Guémard et tout ça, en décembre, au Conseil pêche. Il y a le Conseil compétitivité pour la recherche et l'économie, etc. Il y a le Conseil pêche. Et au Conseil pêche, marchand de tapis. Je te laisse prendre 1000 tonnes de plus de flétans et tu me laisses prendre 1000 tonnes de sol, etc. Tout simplement parce que là, ils sont en défense, comme c'est géré après par les États, ils sont en défense de leur population. Et là, les ministres, ils sont dans le choix politique entre la préservation à long terme et le court terme sur leur population de pêcheurs. C'est un choix extrêmement difficile. Et tant que la pression sur la ressource et la crise n'est pas devenue aiguë, je vous montrais sur la morue, la tendance de la décision a été de dire, bon, on verra plus tard. Et donc ça s'est dégradé, jusqu'à des niveaux où là, ça devient vraiment la crise. Et il faut qu'ils prennent des décisions d'autant plus difficiles qu'ils ne les ont pas prises avant, doucement, etc. Mais à contrario, jusqu'à maintenant, on ne travaillait pas sur des scénarios. On travaillait d'année sur l'autre. Donc ils sont en situation de dire aux scientifiques, vous ne nous avez pas donné les informations pertinentes pour prendre une décision à long terme. Donc aujourd'hui, on est en train de changer complètement toute la logique de la vie, non pas la récolte des données, même si on y travaille, mais également la logique de la vie, passer sur du pluriannuel, avec des scénarios de gestion, couplant la biologie et l'économie. Et puis d'autre part, on sait qu'on est dans un écosystème, et donc il faut des indicateurs écosystémiques, et plus c'est des indicateurs stock par stock.
Et vous voyez que là, le problème de la gestion nous met, experts scientifiques, dans une situation face à un problème extrêmement complexe. Alors juste pour vous dire, ces taux autorisés de capture et ces populations, ce n'est pas miraculeux, c'est un petit peu la même chose que ce que font les démographes pour les populations humaines, sauf qu'on ne peut pas compter les poissons comme les enquêteurs qui viennent chez vous pour compter les enfants. Donc, il faut, on compte quand on n'est pas politiquement correct, on dit on compte ce qu'on tue, ce qu'on attrape. Et à partir de ça, par classe d'âge, sachant qu'on ne sait pas déterminer simplement l'âge d'un poisson, sauf avec des mesures sur les taux de croissance des otolithes, donc c'est très lourd. Il faut aller vite, il faut faire ça sur des milliers d'espèces. Par conséquent, on mesure leur taille. Et il y a des courbes de relation entre leur taille et leur âge, qui sont statistiques évidemment. Leur poids, et puis l'effort de pêche, ça c'est complètement mesurable. Mais il y a des choses qu'on est obligé de calculer, c'est la mortalité par pêche, à partir de l'effort suivant le nombre de jours où il va en mer, suivant la taille du chalut, suivant des paramètres liés à la pratique du pêcheur et des choses comme ça, on a un taux de mortalité par pêche qui peut varier. Vous savez, les pêcheurs, c'est comme n'importe quel métier. Avec le même bateau et les mêmes engins de pêche, il peut y avoir un facteur 2 dans la capture du poisson, entre un bon pêcheur et un pêcheur moins expérimenté. Pour des savoirs d'ailleurs qui ne savent pas expliciter. On ne sait pas extraire d'eux les raisons. D'une part, ils ne veulent pas dire leur secret, mais les raisons qui font qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, c'est l'expérience qui nous dit ça. Et puis, on transforme ça en effectif par classe d'âge. Donc, on fait une description de la population. Évidemment, à partir de là, on peut dire, et d'un modèle d'évolution de la population, ce qu'on peut capturer compte tenu de la mortalité naturelle qu'on ne sait pas mesurer, évidemment. Elle dépend de l'état de l'écosystème. Hein. S'il y avait des grands pélagiques carnivores, la mortalité des grandes morues ne sera pas la même que s'il n'y en a plus. Donc la mortalité naturelle, ce sont des modèles d'écosystème. Donc fondamentalement, il y a de l'analyse de population, ce qui rentre, ce qui sort dans la population, et le vieillissement, et un modèle de rendement, puisque un poisson qui pour son âge est un peu plus gros que les autres va grossir plus vite. Plus on est gros, plus on mange quand on est poisson. Et donc, il y a des modèles de rendement qui sont des modèles qui permettent de calculer l'évolution d'une année sur l'autre du stock de poissons. Et à partir de cela, on peut calculer, projeter sur l'année suivante, en général on le fait sur un an, l'évolution de la population et calculer ce qu'on peut prélever par la pêche de façon à maintenir la population pour les années qui suivent. Donc c'est assez standard. Ce n'est plus du travail de recherche. Ces modèles-là existent depuis plusieurs décennies. C'est du travail d'ingénierie pur et dur. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de l'halieutique. Ils sont tellement sous la pression du travail opérationnel quotidien. C'est comme la météo, où il y a à peu près 80% de la météo qui fait l'opérationnel. Ben pour les halieutes, c'est pareil. Il y a à peu près 80% des halieutes qui font de l'opérationnel, l'évaluation des stocks de poissons pour l'année suivante. Que changer de paradigme par rapport à leurs outils, changer de méthode de travail pour passer dans les méthodes de scénario et de la gestion écosystémique, c'est un effort énorme pour eux. Et ça passe par un effort de recherche. Alors une fois qu'on a les tacs, sur quoi peut-on jouer? Pour jouer sur la mortalité, on peut jouer soit sur la capturabilité, c'est-à-dire l'effort sur la population elle-même, soit sur ce que fait le pêcheur, c'est-à-dire sur l'effort de pêche. On peut jouer sur les deux, mais ils se multiplient. Et si on ne fait pas bien les choses en regardant tous les paramètres dans un système intégré, et ce qui est évidemment le cas dans des négociations compliquées, on regarde un, puis après on lâche sur l'autre, etc. On fait des bêtises, et c'est ce qui se passe presque chaque année. Par exemple, les scénarios sont systématiquement calculés avec des hypothèses d'amélioration de la sélectivité pour pouvoir renouveler la population en affectant le moins possible le pêcheur. Très bien. Ce qui est retenu dans la décision, c'est l'effort de pêche. Puis on oublie la sélectivité. Et donc il y a très régulièrement un oubli d'imposer des mesures de sélectivité. Et quand on commence à les imposer, ça fait des crises. Donc c'est ce genre de choses. Alors sur ce genre de choses, il faut gagner en productivité. En coût économique, l'effort de surveillance de la pêche, c'est à peu près 5% de la valeur ajoutée de la filière. C'est très élevé. Il n'y a pas beaucoup d'activités économiques où le contrôle coûte une telle proportion du système. C'est très élevé. Et donc, il faut améliorer la productivité. Alors, il y a des gains évidents de productivité, c'est dans la gestion des données. Dans la gestion des données qui viennent de
36 origines différentes, comme je vous ai montré, qui sont très complexes. Et par conséquent, il faut que la plupart des calculs soient le plus automatique possible. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un projet qu'on appelle le système d'information halieutique, qui cherche à harmoniser les méthodes de collecte, à sauvegarder les données dans la durée. Si on veut faire des scénarios à long terme, il faut sauvegarder les données dans la durée, à améliorer l'accès pour tous les acteurs du système, avec des outils accessibles à tous les clients, et élaborer des indicateurs qui soient pas seulement des indicateurs de stock, mais des indicateurs de l'état de la pêcherie, donc des pêcheurs, et de l'état de l'écosystème. Et donc, on a été obligé de fabriquer un truc un peu compliqué, parce que les données nous viennent de l'administration, la direction des pêches et des affaires maritimes, avec des centres locaux qui récoltent les données auprès des professionnels, localement, les logbooks, qui les enregistrent, parce que c'est fait à la main, un logbook. Il y a bien un CLS qui a inventé des logbooks électroniques, mais convaincre un pêcheur qu'il peut pêcher puis en même temps tapoter sur son truc, on n'a pas réussi encore. Sur quelques-uns, mais pas beaucoup. Et puis, il y a toutes les données que nous, on récupère. Donc, on a remis tout ça. Et il faut, à l'intérieur de cette gestion de données, avoir des outils de traitement et de représentation. Vous voulez savoir où pêchent les pêcheurs français en 2000 ? Voilà. C'est en nombre de mois de pêche par rectangle statistique. Vous voyez que les pêcheurs français pêchent essentiellement encore maintenant près des côtes. Il y a effectivement une population, un nombre de bateaux hauturiers qui est beaucoup plus petit que les petits bateaux et qui va pêcher en mer du Nord, en mer d'Irlande, etc. Sans compter, il n'y a pas ici la pêche lointaine, il y a bien sûr quelques bateaux, pas beaucoup, hein, une dizaine, qui va pêcher très loin. Alors, à partir de cela, à partir de cette compréhension des enjeux mondiaux ou des enjeux, il faut fabriquer un programme de recherche pour préparer les prochaines échéances. Alors, en arrivant à l'IFREMER, je me suis aperçu que les halieutes étaient coincés par leur système d'expertise. Il fallait les sortir de ce trou. Avaient très peu de compétences sur l'environnement. Ils ne connaissaient pas la physique, même les bases de la physique des océans. Or, c'est difficile d'imaginer de faire une gestion écosystémique sans avoir la physique de l'océan. Et donc, étaient incapables de faire les choses. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà, le problème de la pêche, il est là. Et c'est vraiment moi qui l'ai fait. C'était du top-down. J'ai dit, voilà, il faut comprendre l'interaction entre les ressources, l'environnement et la pression de l'homme à l'échelle régionale. Déjà, j'avais dit pas à l'échelle mondiale, parce que c'est hors de portée. Et puis, ça ne concerne pas les pêcheurs français de l'échelle mondiale. Deuxièmement, comme il faut passer à la gestion durable, il faut aussi comprendre l'activité socio-économique elle-même, les facteurs sociaux et économiques. Et troisièmement, il faut des scénarios d'évolution. Évidemment, poser un problème comme ça, c'est magnifique, mais il faut le transformer en problème de recherche. Et à ce moment-là, ce que je leur ai demandé, et j'ai nommé un chef de projet, pour reconstruire un programme de recherche sur ces attendus-là. Et en leur disant, le programme de recherche ne sera pas le programme du département ressources halieutiques, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent là-dedans, ça sera un programme de l'IFREMER. Et ne vous trompez pas, la majeure partie de l'argent de recherche et développement technologique sur ce sujet passera dans ce programme. Donc allez-y. Alors ils m'ont construit un programme qui ont dit, voilà, il y a des motivations. Les motivations, c'est de passer à une gestion intégrée, non pas par discipline, mais intégrée de toutes les disciplines pour un écosystème. Deuxièmement, traiter le problème pour donner les outils à l'évolution de la PCP, de la politique commune de la pêche. Troisièmement, on voit bien qu'on ne peut pas faire ça sans technologie, donc il faut inclure les outils de technologie pour faire à la fois de la prévie, pour faire des moyens d'observation, etc. Donc, ils se sont dit, voilà comment on va décliner le système. Deuxièmement, il faut le réduire. Un système trop ambitieux, on va le réduire. Simplement, il ne faut pas le réduire à un niveau où ça n'a plus de sens. On peut revenir au système antérieur, étudier poisson par poisson, la sole dans le golfe de Gascogne. Et il dit non, ce n'est pas de la gestion écosystémique, donc il faut le réduire, mais pas trop. Ça veut dire que ça oblige, compte tenu du comportement des populations, si on prend une zone géographique comme le golfe de Gascogne, à aller jusqu'au talus continental inclus, parce que c'est là que les adultes se retrouvent et se pêchent. Et deuxièmement, si on veut avoir la dimension environnementale, comme la plus grande partie des problèmes environnementaux se font le long du littoral, il faut avoir des spécialistes d'environnement littoral et la connaissance des apports en provenance des bassins versants et des choses comme ça. On a besoin, et heureusement, il y a des bases de données, des informations.
Et puis après, il y avait 3 approches qui ont émergé. Une approche de compréhension du système aujourd'hui, et essentiellement orientée vers un certain nombre de couplages. On ne sait pas faire le grand système, c'est trop compliqué, mais il faut détecter un certain nombre de couplages, par exemple entre la ressource halieutique et la physique du golfe de Gascogne, entre la ressource et le comportement des acteurs. Donc concentrer le système sur des couplages. Et puis nous autres, on aurait pensé, moi-même j'aurais pensé en modèle dynamique, si vous voulez, avec des équations non linéaires couplées. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça sera trop difficile. Donc c'est une logique où les approches statistiques et les indicateurs, parce que ça se transforme en outil de gestion, deviennent très importants. Dans le climat, on a fait souvent ça aussi. C'est souvent pas explicatif, mais par contre, une logique de gestion aboutit à construire ce genre d'outils. Et pour ça, il a fallu à nouveau réduire, et donc ils ont identifié un certain nombre de processus clés du contrôle actuel. Par exemple, comment le régime météo affecte les structures physiques sur le talus. Les structures météo, ce n'est pas que le vent, c'est aussi la pluviométrie et les apports d'épanage des fleuves, je vous montrerai. Évidemment, la dimension production primaire, d'une part parce qu'on sait l'observer, puis d'autre part parce que c'est la base de tout l'écosystème. Et puis les réglementations. Il faut comprendre la dynamique du système de gestion sur l'activité économique. Parce que dans le monde, il y a plein de systèmes de gestion différents. Et comme on applique à l'échelle européenne plein de réglementations, je vous l'ai dit un peu contradictoires, comment est-ce que ça marche? Donc, vous voyez, les facteurs de contrôle. Deuxième grand axe, les moteurs du changement du système. Et ça, il faut le faire, bien sûr, ils l'ont fait sur le passé, sur les 20-30 dernières années. Donc, ils ont regardé comment ça a évolué au cours du temps. Et il faut bien faire attention, l'évolution, c'est tout qui change. Bien sûr, il y a l'environnement, le réchauffement climatique, ce genre de choses, la pollution le long des côtes. Il y a l'écosystème, puisqu'il est pêché, il varie. Et pour vous donner un exemple, il y a 20 ans, certaines espèces de poissons tropicaux étaient abondants, moins de 1% dans le golfe de Gascogne. Maintenant, ils dépassent 10%. Des poissons qu'on ne pêche pas. Et on ne sait pas si c'est le réchauffement climatique ou si ils ont occupé les niches de l'écosystème. Donc, il faut regarder ce genre de phénomène. Et évidemment, les tendances socio-économiques. L'acteur ne joue pas de la même façon. Et puis, donc, il faut identifier certains mécanismes de changement et sortir ceux sur lesquels on va essayer d'obtenir les informations. Et voilà, c'est ceux qui ont été sélectionnés. Et puis après ça, de la prévision, puisqu'il faut transformer ça en outils pour faire de la prévision, et fabriquer des outils pour faire des scénarios d'évolution du système. Donc, il faut bien sûr avoir des systèmes couplés, donc des modèles couplés, avec des modèles couplés, comme on ne sait pas faire le système tout entier, des modèles couplés par morceaux, comme une première étape. On verra plus tard si on sait progresser. Alors, je vous l'ai dit, un système comme ça ne peut pas se passer de technologie, parce qu'il faut de la gestion de données, de SIH, il faut des réseaux d'observation, il faut de la donnée satellite traitée de façon optimisée pour ce genre de problème, près des côtes tout particulièrement. Il faut des outils de détection in situ pour les espèces de différentes et des outils adaptés au golfe de Gascogne pour les paramètres environnementaux. Donc, dans le programme, on a mis un programme technologique. Pour vous donner un exemple, jusqu'à maintenant, les départements technologiques de l'IFREMER n'avaient travaillé que sur des outils de géosciences marines, des sismiques profondes, des choses comme ça. Ils n'avaient jamais travaillé sur des outils optimisés pour l'halieutique. Pour la première fois, on a introduit un projet technologique pour l'halieutique sur un sondeur pour les espèces benthiques. Aussi compliqué que pour les géosciences marines, même plus difficile d'ailleurs, en traitement du signal. Alors, bien sûr, il a fallu refaire que tout le monde s'approprie toutes les bases, en particulier des choses élémentaires comme les différences de comportement du phytoplancton et des espèces de poissons. La sole, elle pond au large dans les vasières, elle va près de la côte pour se nourrir, mais en dehors des panaches des fleuves. Et puis une fois adulte, elle migre au large sur les abords du talus continental. Par contre, les blooms de plancton, même si la floraison se fait au même endroit que la sole, en réalité, elles croissent de façon détectable dans les panaches des fleuves, des rivières, et tout particulièrement dans l'anti-hydro inertiel qui les stabilise. Donc il y a des comportements des différentes espèces d'écosystèmes. Il a fallu faire tout un apprentissage, parce que toutes ces disciplines ne se parlaient pas, pour travailler. Il a fallu récolter des données et faire des bases de données. J'ai vu qu'il y avait un projet ici qui voulait faire une base de données
climatique spécialisée sur le golfe de Gascogne. Ce n'est pas la peine, elle existe. Donc des données historiques sur la météo, sur l'hydrologie du golfe, sur les apports des fleuves, ça c'est les concentrations de nitrates, et on les a sur pas mal de décennies, les données de production primaire, les données de nourricerie à partir des campagnes halieutiques, les données sur les flottilles de bateaux. Donc il y a une base de données énorme qui a été constituée pour faire ça, avec des développements d'algorithmes sur la couleur de la mer près des côtes, des campagnes, les genres de campagnes qui se font chaque année. C'est du lourd, hein, parce qu'il faut des jours de mer pour arriver à balayer ça. Alors pour la première fois, ces campagnes, ce qui ne se faisait pas en halieutique, ont pris les mesures environnementales en même temps que les mesures sur les espèces. Donc il y a ici en jaune la salinité. On a vu par exemple que les effets dépannage des fleuves se voient en matière de salinité très loin au large. Vous voyez, ça devient de plus en plus marron jusqu'au talus continental. Et puis les ronds blancs, c'est les œufs. Pour les espèces qui vivent une année, comme les anchois, qu'on pêche au bout d'une année, c'est très intéressant d'avoir la production de nouvelles anchois, donc la ponte de l'année. On n'a pas besoin de le faire sur la morue parce qu'elle vit 8 ans ou quelque chose comme ça, tandis que pour ça, c'est très très important d'avoir la production d'anchois. Et puis les adultes. Et puis vous voyez que, suivant les espèces, ils ne se comportent pas de la même façon. Les adultes de sardines se retrouvent ici, tandis que les adultes d'anchois se retrouvent ici. Ce que je disais tout à l'heure, elles ne se mettent pas près des panaches de fleuves, tandis que les sardines, si. Donc il y a eu énormément de campagnes, tous les ans, lourdes, pour arriver à avoir des données. De la simulation numérique. Donc les modèles de transport dans le golfe de Gascogne, c'est un transport tout simple de larves, donc passif, par un modèle de golfe de Gascogne, qui montre les lieux d'accumulation des larves par le modèle de transport, et apparemment, elles seraient le plus concentrées dans cette espèce de croissant. Et pour savoir où sont ces juvéniles de poissons dans le golfe de Gascogne, comme ils ne sont pas pêchés, il a eu l'idée très originale de regarder les pêcheries d'appâts vivants de la pêche tonnière. La pêche tonnière, ils font des appâts vivants, ils pêchent des jeunes anchois pour attraper les thons. Et on n'avait jamais mesuré la pêche de ces appâts vivants. Et voilà où est-ce qu'ils sont attrapés. Vous voyez qu'il y a une similitude assez grande qui démontre qu'à partir d'une source près des côtes, la dispersion par les courants semble être le principal facteur d'implantation des adultes au large. Et puis des données d'évolution. Alors voilà une donnée d'évolution. Juste là, en passant, regardez les données économiques pour les différentes flottilles. Un chalutier, un petit chalutier, il a un bateau de 4 millions de francs. C'est des données d'il y a 3 ans, donc ce n'est pas en euros. Il a un chiffre d'affaires de 3,7 millions. Il a un rendement net du capital de 10%. C'est-à-dire que le pauvre pêcheur, en réalité, l'activité de pêche, à cause de l'augmentation continue de la valeur du poisson, c'est une activité qui dégage des marges quand même. Ça, c'est une évolution très intéressante. On s'en doutait, mais on ne le savait pas. On est revenu à la longueur des filets de pêche depuis 1986 jusqu'à maintenant. Et vous voyez que la longueur des filets de pêche sur un certain nombre de bateaux, c'est chaque fois des bateaux différents, est passée accrue d'un facteur 3. Donc les pêcheurs qui disent « mais non, l'effort de pêche, regardez, c'est le même nombre de bateaux ». En réalité, l'effort de pêche a pratiquement été triplé dans cette période-là, tout simplement par la longueur des filets. Et je connais un pêcheur dont la longueur totale de filet en stock va de Brest à Strasbourg. Il ne met pas tout à l'eau en même temps. Et alors, un programme de recherche comme ça, la clé, c'est la synthèse. Alors, il est à mi-parcours, je ne peux pas vous proposer la synthèse. Par contre, je peux vous montrer un certain nombre de résultats. C'est-à-dire qu'une fois que le concept est monté, toutes les équipes font leurs projets, et les projets sont dans bien une vision de ce qu'on veut faire, mais contribuent par briques dans un premier temps. Alors, il y a des briques qui sont des bases de données. Il y a des briques qui sont la compréhension de certains processus. En particulier, on a réalisé que les hivers où la pluviométrie était importante, les panaches turbides dans le golfe de Gascogne allaient jusqu'au talus continental. Et ça se voyait sur la salinité, la turbidité, la production primaire, et par conséquent l'abondance des juvéniles. Et ça, on ne s'en était pas rendu compte qu'en réalité, l'effet de la pluviométrie modifiait pas seulement juste l'estuaire, ça modifie très très loin dans le golfe de Gascogne. La remise en cause de la vitesse de croissance du merlu. Vous allez me dire, c'est complètement anecdotique. D'abord, c'est assez compliqué. Il faut attraper le poisson vivant pour savoir à quelle vitesse il croît. Et attraper un poisson merlu vivant, personne ne savait faire.
Donc on a inventé un chalut particulier qu'on a appelé Cupiscine. Tout simplement, on a remplacé au fond d'un chalut, il y a une chaussette où les poissons se concentrent, ça s'appelle une chaussette, et la chaussette est étanche, ça veut dire que quand le chalut remonte à la surface, le poisson est dans l'eau. Et puis après ça, ils l'ont marqué. Alors il faut le marquer à l'extérieur pour que ce soit visible, c'est une espèce de filament jaune qu'on attache sur sa nageoire. Il faut le marquer chimiquement dans ses otolithes. Et les otolithes sont les os des oreilles internes des poissons qui croissent avec des anneaux de croissance tous les ans. Il faut les relâcher et les rattraper. Ça permet de savoir leur migration. On ne sait pas, les populations, on les gère par zone géographique donnée, mais on ne sait pas si ce n'est pas les mêmes populations. Donc il faut savoir quelles sont leurs trajectoires, et puis savoir s'ils ont grandi pendant ce temps. Et alors, d'une part, on s'est aperçu que le merlu, par exemple, du golfe de Gascogne, c'était le même que celui de la Manche, alors qu'ils étaient gérés séparément. C'est le même poisson. Ça nous coûte cher, parce que pour les rattraper, il n'y a qu'un moyen, c'est de demander aux pêcheurs de nous les renvoyer quand ils les attrapent. Et pour qu'ils nous les envoient, il faut qu'on paye le prix. Et le prix du merlu tagué, c'est le prix du caviar. Mais on en récupère à peu près 2%. Enfin, on a attrapé donc des milliers, un énorme effort, les taguer un par un, les relâcher dans la mer et attendre que ça revienne. Ça se fait couramment pour le thon dans le Pacifique avec des taux de retour qui sont très importants, qui sont de 90%, parce que le thon est tellement pêché dans le Pacifique, de toute façon, ils finissent par attraper les thons qui sont... Mais pour le merlu, ce n'est pas tout à fait le cas. Et la deuxième chose, c'est que donc, avec des traceurs géochimiques, on a démontré que le merlu grandit 2 fois plus vite que prévu. Alors pourquoi ce n'est pas anecdotique ? Parce que tout le modèle de calcul de stock dépend de la vitesse de croissance du poisson. Et toute la détermination des classes d'âge dépend de leur taille. Et donc s'il grandit 2 fois plus vite, ça veut dire qu'il se renouvelle 2 fois plus vite, ça veut dire que tous les calculs de gestion de stock étaient faux. Tous, sur le merlu. Dans le bon sens, ça veut dire que c'était plus favorable. Mais ce genre de choses, et c'est une thèse entière pour arriver à faire ça. L'évolution des vasières. Les vasières qui sont les lieux de nourricerie importants, je vous ai montré pour les anchois par exemple, on s'est aperçu d'une part qu'elles sont vieilles. À partir des analyses géochimiques, les vasières datent de la période glaciaire. Elles sont vieilles mais elles s'érodent. Elles sont apparemment, dans des données très éparses, 2 fois moins épaisses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans. Mais on n'a pas assez de données pour savoir si c'est épisodique, si par exemple c'est un effet d'une tempête qui va remobiliser la vase et puis que ça fluctue comme ça. Mais si c'était le cas, ça ferait quand même beaucoup un facteur 2 pour des vasières anciennes, ou si c'est une tendance environnementale, en particulier par la diminution des apports des fleuves à l'océan, qui alimentent ces vasières. Et on craint que ça soit une tendance lourde environnementale, et ça aura des impacts évidents sur la reproduction des poissons. La simulation des dérives largières, je vous ai illustré ça. De la technologie. Il fallait des données hydrologiques par petit fond, dans le golfe de Gascogne. Et il ne faut pas que ce soit que du bateau, parce que le bateau, il y va 1 mois, puis après, il faut qu'on le donne aux scientifiques du CNRS. On ne peut pas faire comme ça par bateau. Alors d'une part, il y a une chose qui a été faite, c'était d'équiper un certain nombre de bateaux de pêche avec des outils, et en particulier leurs engins de pêche, avec des outils d'enregistrement des paramètres hydrologiques. Et une deuxième chose, ça a été de concevoir un outil dérivé du Provor, qui fait du yo-yo dans la colonne d'eau, mais adapté au golfe de Gascogne. Il s'appelle Pagode. En fait, le problème du golfe, c'est qu'entre les courants de marée et tout ça, un outil ne reste pas sur place. Donc il faut s'arranger pour qu'il reste sur place. Et l'idée est toute bête, mais il fallait y penser, c'est pas moi qui ai pensé. L'outil se pose sur le fond, attend l'heure de marée étale, remonte à la surface pendant la marée étale, transmet très vite les paramètres, comme ça fait 200 mètres, il n'y a pas beaucoup de transmission à faire, donc en une dizaine de minutes, disons, et puis redescend, et se repose sur le fond en attendant la prochaine marée étale. Et en 3 semaines, un outil comme ça se déplace de quelques kilomètres, pas plus. Donc là, il y a un concept qu'on est en train maintenant d'industrialiser, d'un outil qui permet d'avoir à très très bon marché l'hydrologie pour le golfe de Gascogne. La sélectivité des engins de pêche, je vais en parler, on a amélioré ça. Ça a l'air de rien, on gagne très peu, on gagne 10%, 20%. Simplement, lorsqu'il s'agit de faire de la gestion des pêches, il faut gratter surtout des engins de pêche plus sélectifs à 10%, entre, je sais pas quoi, la langoustine et le juvénile de merlu. C'est une contribution dont on ne peut pas se passer. Le sondeur multifaisceau halieutique dont j'ai parlé, la difficulté, c'est qu'on fait depuis longtemps la détection acoustique des poissons près de la surface, et il y a des outils dans le commerce. Simplement, près du fond, c'est difficile, parce qu'il faut séparer l'écho du poisson démersal, surtout qu'ils sont tout plats.
turbo, tout ça, au-dessus de la vase, qui fait un écho beaucoup plus puissant. Donc il a fallu concevoir un sondeur multifaisceau qui sépare les deux échos, avec du traitement du signal adapté. Donc ça a été conçu au sein de l'Ifremer, il y a eu un appel d'offres mondial chez tous les fabricants de sondeurs multifaisceaux. On a sélectionné Simrad qui est en train de le construire et il est en test chez nous. Ça sera le premier détecteur de sondeur multifaisceau halieutique pour les espèces démersales qui existent dans le monde. On va l'installer l'année prochaine sur Thalassa et après il y a un marché à gagner. Et puis on a même été amené à modifier Thalassa. Comme l'échantillonnage des œufs est essentiel, qu'on faisait ça par-dessus bord, on était amené à faire des prises d'eau adaptées sur Thalassa pour qu'ils puissent faire ça de façon plus efficace. On a modifié l'informatique, on a modifié plein de choses. Le nouveau sondeur multifaisceau produit énormément de données. Ça veut dire qu'il faut modifier tous les réseaux embarqués sur Thalassa, tous les réseaux informatiques de Thalassa. Et il faut de l'analyse. Ce que j'expliquerai, c'est qu'on a modifié complètement la vision sur les modes de gestion des pêcheries. Comme je vous le disais, la gestion des pêcheries européennes est administrative. Ce sont les ministères qui décident des mesures à prendre. Et il y a d'autres méthodes, c'est les méthodes de marché. Ça suppose que les professionnels soient propriétaires de leur stock, peuvent les propager, parce qu'aujourd'hui, où est la valeur du stock, la rareté du poisson, elle se mesure économiquement quelque part, elle se mesure dans le prix des bateaux d'occasion. Tandis que donc c'est pas très intéressant pour le pêcheur, parce que c'est au moment où il vend son bateau, alors qu'il faut diminuer le nombre de bateaux, que la valeur du fait qu'il soit pêcheur se valorise, se compte. Donc c'est vraiment très difficile pour eux. En revanche, s'ils sont propriétaires de la ressource, ils peuvent la céder, comme les produits laitiers. Vous savez, les agriculteurs peuvent céder leur quota laitier. Ils peuvent la céder à un autre pêcheur et valoriser leur droit de pêche et déconnecter les différents modes de gestion. Alors évidemment, toute la problématique de surveillance est différente. Alors ça existe sur la baie de Saint-Brieuc, pour les coquilles Saint-Jacques. Évidemment, c'est plus facile parce que c'est une espèce sédentaire, ça ne nage pas beaucoup, la coquille Saint-Jacques. Et je peux vous dire, on a découvert en regardant ça que même les Français sont les champions de l'autocontrôle. Ils louent un avion pour surveiller les copains qui ne dépassent pas les heures de capture. Et donc, on est convaincu qu'il va falloir passer dans ce mode de gestion sur certaines pêcheries, parce que quand elles sont partagées à l'échelle européenne, c'est compliqué. Mais par exemple, la pêcherie à la langoustine, qui est essentiellement à 95% des pêcheurs français du sud de la Bretagne, c'est quelque chose qui devrait rentrer en application. L'administration est convaincue, en France. Les pêcheurs commencent à en parler ouvertement. Jusqu'à maintenant, c'était des gros mots, les taux de capture individuels et tout ça. Mais donc, on est en train de changer la pratique de la gestion des pêches, dans certains cas, par de la compréhension socio-économique des avantages et des intérêts. Les indicateurs de l'impact écosystémique des pêches, on commence à imaginer des indicateurs. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans le papier de Poly avec les niveaux trophiques. Ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont copêchés et qui sont de même niveau trophique, et on est en train d'inventer justement des indicateurs qui permettent de faire ça. Donc on a travaillé sur l'analyse, et là c'est de la recherche très appliquée, bien sûr. Voilà, donc mon exposé, trop long, etc. Mais vous êtes resté, c'est gentil. Un enjeu socio-économique, ça se décline en recherche finalisée. Et très souvent, c'est perçu comme pas noble, la recherche finalisée. Je peux vous dire, ayant vécu les deux, c'est passionnant, la recherche finalisée. Ça débouche presque tout le temps sur des objets de recherche complexes, très pluridisciplinaires, plus pluridisciplinaires que ce qu'on fabrique naturellement en recherche de curiosité. Parce que le problème, quand on le décline, il faut aborder tous ces sujets-là. Très disciplinaire, dans notre cas, vous avez vu, il y a de l'économie, il y a de l'environnement, il y a de l'halieutique, il y a de la technologie, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas naturellement. Ça veut dire que je ne regrette pas d'avoir eu une démarche bottom-up, un peu active. Ceci dit, ça ne peut pas se faire n'importe où. Ça ne se fait pas facilement dans une université, ce genre de démarche. Ça se fait bien dans un organisme. Parce que je suis accountable du fait que l'Ifremer remplisse sa mission vis-à-vis des cas de tutelle de l'Ifremer. Et en conséquence, j'ai quelque part l'obligation de faire en sorte qu'on traite le problème dans sa complexité. Mais une fois qu'on a accepté ça, la recherche qu'on fait derrière ressemble beaucoup aux travaux qu'on fait dans les thèses d'université, etc. Ce n'est pas si différent. Ce n'est pas si différent, sauf dans un élément essentiel, qui est qu'on doit pas seulement faire des publications de rang A, on doit rendre le résultat sous forme utilisable par les opérateurs et communicable
à des gens qui n'ont pas du tout les mêmes cultures que nous, les pêcheurs, l'administration, etc. Et dans des outils opérationnalisables. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de la compréhension du système, il faut la transformer en outil de gestion. Et ça, c'est là où il faut aussi une logique d'organisme qui dit je ne vais pas seulement être évalué sur la publication, je vais être évalué sur le service que je rends. Voilà.